Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, Monsieur et Madame Duez, les bagnards qui vivaient sur l'Île-et-la-Mer. Bonjour Florian, désolé pour le retard. Aujourd'hui, un singe m'a volé mon portable sur l'Île-et-la-Mer le week-end dernier et j'ai pas pu te prévenir. T'inquiète pas, l'important c'est que tu sois arrivé. Raconte-moi plutôt cette histoire de singe. Le plus intéressant, c'est pas vraiment le singe, c'est plutôt la raison pour laquelle je suis allé sur l'Île-et-la-Mer. Chers auditeurs, je suis parti à la recherche de la maison du couple qui vivait là-bas. Un couple sur l'Île-et-la-Mer ? Moi je ne sais pas si j'aurais pu, les singes ne les gênaient pas ? Ce couple a vécu là-bas vers la moitié du XXe siècle, alors disons qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de singes. En fait, il s'agissait d'un couple de bagnards, mais avant d'en arriver là, chers auditeurs, nous devons partir à Paris au tout début du XXe siècle. Eh bien, allons-y. Ville Lumière, Monsieur et Madame Duez forment un petit couple parisien très comme il faut. Isabelle Perronnet a fait un bon mariage avec Monsieur Edmond Duez, fils de commerçant, originaire d'Orléans et jeune avocat de 32 ans. Mais voilà, chers auditeurs, les problèmes arrivent quand la France du début du XXe siècle est secouée par la loi sur la laïcité de 1905. L'État et l'Église sont désormais deux entités distinctes. Vous vous en doutez, vu l'importance de la religion catholique en France, tout cela donne lieu à ce que l'on appellera plus tard la querelle des inventaires. L'État décide de dresser des inventaires des biens de l'Église afin de les liquider, ce que l'Église accepte mal, on s'en doute. Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Toujours est-il que pour cela, on désigne des agents chargés de l'inventaire, et c'est là la mission de Monsieur Edmond Duez. Voici le témoignage que donne un jeune vicomte parisien à propos de cette liquidation. C'est une tâche aussi gigantesque que celle de liquider les affaires d'un empire. C'est une tâche qui consiste essentiellement à manipuler des sommes, des millions et des millions de francs. Et que se passe-t-il lorsque le nez des politiciens renifle l'odeur de l'argent ? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ah oui, et dit comme ça sent le traquenard à plein nez cette histoire. Il paraît que tout le monde savait que Monsieur Edmond Duez se dirigeait vers un désastre. Il était apparemment un homme naïf, trop honoré de la tâche énorme qui lui était confiée et dont personne ne voulait en réalité. Selon Madame Duez, des politiciens auraient donné à son mari 2-3 consignes secrètes. On fit comprendre à Duez que la caisse de son bureau devait être à la disposition de l'activité qu'on lui avait confiée et que, dans l'intérêt du parti, il devait prendre dans la caisse, classique, puis se faire rembourser par l'État. C'est ça, prendre dans la caisse pour faire son travail, évidemment. Après tout, des politiciens le lui avaient conseillé. Alors, pourquoi pas ? Eh bien, après tout, si des politiciens disent de prendre de l'argent, pourquoi pas ? Après des années de travail acharné, 10 heures par jour, dans un bureau rempli d'employés occupés, Duez, épuisé, au bord de la dépression nerveuse, présente à l'État français une facture faramineuse pour se faire rembourser. Mais là, c'est trop tard. La somme est astronomique. On le somme de démissionner. Et alors ? Que se passe-t-il après ? Ah, Florian accroche à mon histoire. Un procès a lieu et le tout Paris du début 20e se passionne pour l'affaire Duez. Oui, il y a même une chanson d'époque qui se moque de lui. De la racaille aussi, pour mieux nous prouver qu'ils sont dans le mouvement et canaliser notre bel argent. Ils ont su prendre une voix bien française, c'est le canal de Duez. Il paraît qu'il donnait de l'argent à ses maîtresses et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et la condamnation ? Il a eu droit à un traitement de faveur ? Plus ou moins. Duez est condamné à passer 12 ans sur l'île du Diable, ce qui est l'équivalent d'un traitement de faveur. Bien sûr, aucun allié ne l'aide. Et en plus, à la fin de sa condamnation, il doit rester 7 ans en Guyane. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Madame Duez annonce qu'elle souhaite rejoindre son mari en Guyane. Mais c'est très rare ça. Ça n'arrivait jamais, je pense. Apparemment, c'était rarissime. Le couple s'installe alors sur l'Île-et-la-Mer où il n'y a personne. Monsieur Duez n'a plus beaucoup de force. Et donc, c'est madame qui se met au travail. Elle crée une ferme, embauche 24 bagnards pour construire une maison face à la mer, encadrée par 3 pieds de fruits à pain et le quotidien s'organise. Cuisine, agriculture, pêche, jardinage et couture. Sur le plan social, quelques journalistes passent les voir quelquefois, dont le célèbre Albert Londres. Quant aux relations avec les Guyanais, Madame Duez vous raconte.
tout isolés d'eux que nous l'étions, les gens de Cayenne n'étaient pas enchantés de notre venue. De temps en temps, afin de faire durer les maigres fonds sur lesquels nous devions vivre, j'emmenais des produits que nous avions cultivés dans notre ferme et traversant la mer par bateau pour rejoindre le continent, je les mettais en vente au marché de Cayenne. Et Monsieur Duez, que fait-il? Eh bien, Monsieur Duez est très affaibli physiquement et psychologiquement. Mais pendant 12 ans, il s'épuise à clamer son innocence dans la presse française. Sa femme le soutiendra en vain, son innocence ne sera jamais reconnue. Mais dis-moi, comment as-tu trouvé autant de détails sur le quotidien des Duez? Ah, ça c'est une question de grand curieux, mais justement j'allais en parler. Edmond Duez décède en novembre 1932. Madame Duez quitte alors l'île et la mer pour s'installer à l'hôtel des Palmistes. Dans sa petite chambre, elle rédige jour et nuit les détails de l'affaire dans un journal noir. Comment suis-je tombé sur ce journal, me demandez-vous? Oui, c'est ce qu'on te demande. Eh bien, en 1933, un explorateur américain, Nicholl Smith, dont on parle décidément de plus en plus souvent dans le Zoom, eh bien Nicholl Smith rendait régulièrement visite à Madame Duez. Elle lui a tout raconté en détail et, juste avant son départ, lui a donné son journal. Et comment s'est-il retrouvé entre tes mains? Ah hélas, il ne s'est jamais vraiment retrouvé entre mes mains. En fait, Nicholl Smith part à San Francisco avec ce journal et pouf, il disparaît. On ne l'a jamais retrouvé. Chers auditeurs, croyez-moi, j'ai cherché. J'ai même contacté la biographe de Nicholl Smith. Elle a fouillé dans le grenier de l'Américain quelque temps avant sa mort, mais rien. Le mystère plane toujours. Mais, parce que je suppose qu'il y a un mais. Il y a toujours un mais avec toi. Mais, je le savais. Heureusement, Nicholl Smith avait photographié quelques pages. Il les a insérées dans un livre et a traduit des passages en anglais. J'ai donc acheté ce livre et j'ai eu accès à une petite partie de ce journal. Et comme je suis un garçon charmant, chers auditeurs, voici les premières phrases du journal de Madame Duez. Après avoir été on ne peut plus heureuse dans ma jeunesse, je me mis, au déclin de ma vie, dans un passage des plus difficiles. Mon mari, Monsieur Edmond Duez, m'a fait promettre, quelques heures avant sa mort, de le venger, c'est-à-dire de faire connaître par ses mémoires l'injustice du gouvernement au moment de sa condamnation. Madame Duez était visiblement en quête de vengeance pour son mari. Eh oui, chers auditeurs, l'affaire est très sérieuse. Vous imaginez le sentiment d'injustice qui a poussé Madame Duez à écrire ces lignes? Mais croyez-moi, elle n'est pas tendre dans son journal. Écoutez plutôt les dernières pages. Mais à quoi bon? Laissons les ingrats, les arrivistes gravir leur chemin et souhaitons qu'aucun d'entre eux n'ait à regretter leur manque de reconnaissance et leur abandon envers un homme qui fut si bon lorsqu'ils auront à apparaître devant le grand juge. Madame Duez n'hésite pas à donner les noms de ceux qu'elle accuse d'avoir trahi son mari. Ce journal aurait dû servir de vengeance, mais, comme je vous l'ai dit, on ne l'a jamais retrouvé. D'ailleurs, Madame Duez me donne envie de faire un procès au singe qui m'a volé mon portable sur l'île et la mer. Et si vous recevez des messages de moi, n'y faites pas attention. Ah, je me disais bien. Et Madame Duez, qu'est-elle devenue? Comme son journal, on ne sait pas. Nicholl Smith est revenu en Guyane en 1941, 9 ans après sa première rencontre avec Madame Duez. Il l'a cherchée partout, a demandé de ses nouvelles dans tout Cayenne. Impossible de la retrouver. On ne sait pas où elle est décédée, ni si elle est repartie en France. En fait, c'est vraiment triste comme histoire. Et leur maison? On peut encore la voir aujourd'hui? Plus ou moins. Des lianes recouvrent les ruines de la maison, quelques mètres après le ponton. Il ne reste pas grand-chose. Chers auditeurs, sans devoir aller sur l'île et la mer, je vous souhaite, en ce vendredi matin, le même courage, la détermination et la même force de caractère que Madame Duez. Les obstacles en moins, le bonheur en plus.